je persiste encore à dire que dans la logique de l'analyse, je pense qu'il faille absolument tenir le cap sur, de manière étapiste, de la séparation entre le militaire et le sécuritaire militaire. Pour voir plus clair. Si je peux dire que le pôle militaire a été la cible principale du point de vue d'affaiblissement de la part de la présidence en particulier et de la part de la sécurité, le service de sécurité, c'est-à-dire le DRS. C'est un paradoxe, mais le DRS, au lieu de renforcer la structure mère à laquelle il appartient, il a plutôt roulé pour la présidence. Pourquoi? Parce qu'il a réintégré la présidence après en avoir été écarté par Zarouane. Donc, ce que nous voyons, c'est que, quel était l'objectif à l'époque, ou sous quel objectif apparaissait l'idée de la nécessité de contenir l'importance d'une institution militaire, je parle de l'armée. C'était l'idée, je ne sais pas si les gens s'en souviennent, mais toi sans doute, parce que tu es toujours en alerte d'information et de communication. Déjà à cette époque, le pouvoir de Bouteflika et la diplomatie de Bouteflika cherchaient à aplanir les différends avec le Maroc et cherchaient à régler la question du Maghreb. Or, chacun sait, tout le monde sait, que s'il y a eu opposition à un règlement et un rapprochement entre l'Algérie et le Maroc, il est dû essentiellement à une certaine hiérarchie militaire qui était restée très boumédiéniste sur ce plan-là. Et elle n'est pas près de lâcher prise. Par contre, l'aspect service, donc la sécurité, l'aspect des services militaires, le fait d'avoir été capté par la présidence entre dans une autre logique. Ils entrent dans une logique de mise en place d'un système policier répressif et non plus dictatorial, parce que quand on parle de dictature, on pense tout de suite à la dictature militaire. C'est un régime policier présidentiel dans lequel le rôle du président de la République devient un rôle extrêmement important et extrêmement décisif. Et c'est à ce moment-là que apparaît ce président qui veut tout gérer, des services au plus bas de l'échelle des institutions communales. Enfin, toutes les nominations. Bien sûr, jusqu'à la présidence. Tout. Il veut avoir un regard sur tout, un droit de regard sur tout. C'est ce qui a fait dire à beaucoup, avec beaucoup d'humour, il est président d'APC, il est sous-préfet, il est préfet, il est ministre, il est chef du gouvernement, il est président de la République, etc. Il est l'État, il est le peuple. Il est l'État et le peuple en même temps, pour ce qui reste du peuple. Donc, cette logique, normalement, aboutit à la conclusion suivante. La finalité du premier mandat, c'est l'affaiblissement du courant démocratique, la réduction de l'initiative citoyenne dans la République et la préparation d'une idée qui serait la transformation de la République en empire. En empire, c'est-à-dire une gestion sans contrôle qui ne s'appuie sur aucune légalité, mais qui est simplement le fait du prince, comme dans l'empire traditionnel. Il y a une sorte d'empirisation de l'Algérie qui se prépare. Si on comprend cette logique, on va comprendre pourquoi le deuxième mandat va avoir comme préoccupation principale et comme objectif principal de renforcer cette impérialisation de l'État, c'est-à-dire cette transformation de l'État, de républicain en État-empire. Quels sont les alliés sur lesquels Bouteflika va s'appuyer? Eh bien, ce sont les alliés islamistes. Avant d'arriver à cela, si tu permets, parce qu'il y a des éléments très importants sur cette période qui va de 1999 à 2004.
une accélération de la violence à partir de 1999. Même si Bouteflika avait déjà ouvert, entre guillemets, la porte à ce qu'il appelle lui la réconciliation nationale via un texte de loi qui plus tard va devenir une charte pour la paix et la réconciliation nationale. De l'autre côté, l'AIS, l'armée islamique du salut, entre guillemets, dépose officiellement les armes après les avoir annoncées unilatéralement en 1997. Exact. Donc, chose qui a été faite en fait sous le régime de Zarwal, avec qui se réalise, exactement, se avec de Bouteflika, un mouvement extraordinaire sur le plan politique, avec la signature d'un accord d'association avec l'Union européenne, ces événements de 2001, le printemps noir de 2001, et la préparation, à partir de la fin de 2002, la préparation d'un autre mandat, c'est-à-dire celui de 2004. Bien sûr, qu'entre-temps, il y a eu les élections législatives, à travers lesquelles, donc, le retour à une sorte de parti unique, n'est-ce pas, le FLN qui rafle dans l'illégalité, dans l'illégitimité, la fraude comme d'habitude, une majorité parlementaire, qui ne sera pas, j'allais dire, sanctionnée par un régime parlementaire, d'où Bouteflika qui décide que ce soit Ouihia qui prenne la tête de l'exécutif. Et puis, par ailleurs, il y a ouverture d'un nombre de dossiers en Algérie sur le plan sécuritaire, parce qu'il y a une violence atroce, et il y a l'ouverture également d'un dossier lourd sur celui des disparus. Le dossier des disparus est un dossier très, très, très lourd, et des institutions internationales ont travaillé sur le sujet, et nous savons aujourd'hui que le nombre de disparus en Algérie, là, c'est un sujet brûlant qu'il ne faudrait jamais oublier. Et nous allons consacrer dans Res Publica tout un chapitre aux disparus. Nous sommes le deuxième pays après la Bosnie en termes de nombre de disparus, et qui n'a pas constitué de débat, qui n'a pas suscité de débat public, de débat national, etc. sur la question, même si tout le monde parle de la réconciliation nationale. Donc, grosso modo, une question sécuritaire très violente, une tentative de s'ouvrir sur le monde à travers, et particulièrement un choix de politique étrangère vers l'Europe, une radicalisation du régime policier, et par ailleurs une tentative d'absorber la haine sociale et la haine, etc., à travers des programmes qui n'ont pas, on l'a vu plus tard, qui n'ont pas pu absorber ni le chômage, ni la demande de logement, etc., etc. Donc, cette période-là, qui a été marquée par tous ces événements-là, est-ce que, à ton avis, la nouvelle présidence de la République, appuyée par le DRS, appuyée par les anciens réseaux que Bouteflika a fait rappeler, est-ce que tu penses que cette triptyque-là a pu gérer, ou du moins comment a-t-elle géré cette période qui était une période cruciale? Sortie d'une guerre civile, on était censé sortir d'une guerre civile, n'est-ce pas? Entrée de l'Algérie dans une perspective plutôt économique de développement, d'ouverture institutionnelle démocratique, retour à la constitutionnalisation, à la légitimité, etc., etc. On a vu que c'est exactement le contraire de ce qui s'est passé. Comment tu lis maintenant, grosso modo, cette période à travers tous ces événements-là? On avait dit un certain nombre de choses, maintenant on n'a pas dit quelle était l'enveloppe. L'enveloppe. Parce que quand on veut présenter quelque chose à quelqu'un, il y a la chose en question et puis on va l'enrober. L'enveloppe qui va servir à faire passer la pilule, c'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi. Et je ne crois pas que ça a été réfléchi à un niveau strictement algérien. Je pense qu'il y a eu une collaboration très étroite de gens très au fait des mécanismes de manipulation de masse, d'habillage médiatique extraordinaire, puisque
c'est pratiquement avec le premier mandat, donc le Bouteflika, que se met en place cet immense spectacle, cet immense amusement, qui va coûter horriblement cher à l'Algérie, c'est l'affaire Khalifa. On ne peut pas ne pas parler de l'affaire Khalifa parce que pour pouvoir arroser, pour pouvoir corrompre, pour pouvoir acheter, pour pouvoir intéresser, pour pouvoir attirer, il faut de l'argent. Où chercher l'argent? Personne ne pourra me convaincre que ce sieur Khalifa est arrivé ex nihilo en Algérie avec une fortune colossale. Je connais la famille Khalifa, ils sont de Ain Bela, de la branche liée à la Arossi Khalifa. Ce sont des gens extrêmement modestes. La Arossi Khalifa, je crois dans la région d'Ain Bela, dans les années 50, je pense même qu'il était le deuxième charbonnier parce qu'il y avait une famille qui vendait du charbon et eux aussi. C'est des gens très modestes. Et subitement, ce Khalifa sort comme un management bourré de fric et il se livre à un certain nombre d'opérations rocambolesques. En fait, il monte une banque. Tu parles de son fils? Et je parle du fils, bien sûr. Oui, d'accord. De nous-mêmes, c'est ça. C'est ça. Voilà un type qui n'avait pas les 40 ans à l'époque. Exactement. Qui monte une banque, une compagnie aérienne, et qui se paye le luxe d'une télévision. Je crois que Rockefeller a mis 40 ans à faire sa fortune, mais là, en 2 ans, en seulement 2 ans, puisque Khalifa va apparaître comme un personnage important de la scène médiatico-politique. Et financière. D'abord médiatico-politique, parce qu'il accompagne Bouteflika partout, Crans-Montana, toutes les grandes réunions, il est avec lui. Et il paye rubis sur ongle toutes les festivités auxquelles sont invités des gens. Il arrose en devise. Il a arrosé pas mal de gens. Il a arrosé y compris de grands acteurs français. Hein? Inutile de citer le nom, mais tout le monde le sait. Il arrose quelque chose d'extraordinaire. Il organise même une sorte de réunion de convivialité dans laquelle prend part une partie de la communauté juive d'origine algérienne, ce qui peut être tout à fait compréhensible, sauf qu'il y avait pas mal de sionistes là-dedans. Et en particulier un donc, qui va faire parler de lui, puisque c'est l'affaire Macias. L'affaire Macias qui va gripper la machine du FLN à cette époque. On va gripper la machine du FLN parce que il y a des gens rues dans les brancards. Les gens connaissent Macias, c'est un ancien de l'OS, il était lié à l'OS, à Constantine, il ne peut pas le nier. Et donc il y avait un très sérieux problème par rapport à ce bonhomme qui n'a jamais caché ses opinions, non seulement pour l'Algérie française, mais aussi par rapport à la question d'Israël. C'est un soutien inconditionnel d'Israël. Or, il est reçu en grande pompe par les Algériens, je crois que c'était à Monte-Carlo, c'est la réunion de Monte-Carlo, si je m'abuse. Il fait des déclarations tonitruantes qu'il est prêt à venir en Algérie, qu'il est prêt à travailler une réconciliation entre pied noir et l'Algérie, etc., etc. Donc, cet habillage médiatique, il est pensé, il est réfléchi, il n'est pas naïf. Pourquoi? Parce que ça montre le visage d'un régime qui en apparence se décrispe sur ses relations anciennes avec l'ancienne puissance coloniale. Il n'y a pas une occasion, et Bouteflika ne rate pas une occasion pour prendre l'avion et aller à Nice, à Paris, à Monte-Carlo,